Alors vous avez vu que le programme 2017 des Journées de l'éco, c'est regarder le passé pour comprendre l'avenir. Nous, je pense que, en ce qui concerne l'automobile, on va surtout regarder l'avenir. On va essayer, du moins, d'imaginer ce que cette industrie emblématique de la deuxième révolution industrielle s'apprête à entrer, et a déjà commencé d'entrer, dans la troisième révolution industrielle. C'est donc un exemple, à mon avis, clé des bouleversements qui nous attendent. Donc j'espère que je suis sûr que mes collègues vont apporter des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors, je disais que c'est un sujet d'actualité brûlante. Chaque jour, il y a des annonces nouvelles qui se font concernant l'automobile, à la fois sur le plan de sa production, mais aussi sur le plan de son usage, qui pourrait évoluer beaucoup dans les années à venir. Pour en donner un exemple, ce matin, on annonçait que M. Oettinger de la Commission européenne voulait faire en sorte qu'une directive de la Commission européenne qui prévoyait de réduire de 30% d'ici 2030. Alors on sait ce que valent ce genre d'engagement, mais toujours est-il que officiellement, la Commission européenne s'apprêtait à émettre une directive visant à limiter de 30% en 2030 les émissions de CO2. Et qu'est-ce qu'on voit arriver? C'est M. Oettinger et le lobby de l'automobile allemand qui arrive pour dire on ne va pas aller aussi vite, il faut d'abord en discuter. Donc il y a une pression très forte des constructeurs allemands pour freiner les enthousiasmes de la communauté européenne. Alors je dis, encore une fois, c'est tous les jours que l'on apprend qu'il y a de nouvelles initiatives, d'autres innovations qui se font jour. Donc l'industrie automobile est au centre d'un certain nombre de défis qui sont, d'une part, le premier défi, c'est peut-être en amont, sur la production d'automobiles. Comment est-ce que ça se passe du point de vue des constructeurs et du point de vue des équipementiers qui sont face à la robotisation de leurs usines, quelles conséquences cela pourra avoir. Il y a aussi, deuxième point qui est de plus en plus important, c'est la question de l'automobile et de l'environnement. Il y a eu le scandale du diesel qui a fait pas mal de dégâts, et le fait que les gouvernements tendent à prendre des mesures visant à réduire les émissions polluantes de l'automobile. Et du coup, la voiture électrique, pour certains, apparaît comme une des solutions. Et là, on va essayer de voir si c'est vraiment une solution, si c'est vraiment une bonne solution. Autre défi, dont Lyon d'ailleurs est, semble-t-il, à la pointe du progrès, c'est la voiture autonome. On a vu qu'il y avait à Confluence un bus autonome qui était en service, qui a fait sourire les Lyonnais eux-mêmes, qui disent ouais, bon, etc. Mais on annonce qu'en 2018, à Lyon toujours, il y aura des taxis autonomes, ou du moins des tests, des tests grandeur nature pour mettre en circulation des taxis autonomes. Donc c'est un autre défi, le défi de la voiture connectée, qui est un peu lié à tout ça. Et puis, dernier point dont Gaël nous parlera, c'est les nouveaux usages de l'automobile qui peuvent également changer la donne pour l'industrie. Enfin, je pense que dans une deuxième partie de la réunion, on parlera de la compétition internationale et notamment du défi chinois, qui est un autre défi dans l'industrie automobile, etc. Donc je vais tout de suite passer maintenant la parole à ceux qui ont bien voulu répondre à mon invitation. Donc Franck Fontanesi, qui est responsable des études et analyses chez la Fédération des industries et des équipements de véhicules. Donc il ne nous représente pas, mais il est du côté des équipementiers, on va dire, et à qui je donne la parole en premier. Franck. Écoutez, je vous remercie. Donc effectivement, moi je travaille pour les équipementiers, mais je vais parler au nom
Je pense au nom de la filière parce que on échange énormément avec nos donneurs d'ordre et je pense que ce que je vais dire leur conviendrait, s'il y en a qui sont dans la salle. Alors si on veut faire un petit tour d'horizon assez rapide, parce que les sujets qu'on va aborder, il faudrait 1 heure chacun pour les traiter convenablement, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut faire un bilan de la situation actuelle de l'industrie automobile, c'est un bilan qu'on peut faire avec 2 orientations, parmi un choix multiple qui est celui de travailler à partir de, des résultats pour les États et des résultats de cette activité pour les entreprises. C'est-à-dire qu'en fonction de, si on prend comme point de vue la situation d'une industrie dans un pays ou dans une zone géographique et la situation des entreprises qui concourent à cette industrie, on peut avoir des résultats qui sont, pour certains pays, en phase, c'est-à-dire que vous avez des pays qui ont des constructeurs, une industrie automobile très forte et qui sont sur leur territoire, qui ont su garder de la production et donc ont su se développer. C'est le cas par exemple de l'Allemagne. Et puis d'autres pays qui ont des constructeurs qui fonctionnent bien, des équipementiers également, qui se sont internationalisés, mais dont la production sur le territoire national d'origine a, elle, beaucoup souffert. Et c'est malheureusement le cas de la France. 2 chiffres, après je ne vous en donne plus. En 2016, la France, ça représente à peu près 2,2% de la production mondiale, constructeurs français et étrangers. L'Allemagne, à peu près 6,5%. En 80, on était à peu près au même niveau, c'est-à-dire que l'Allemagne était autour de 9% et la France était à peu près à 8,3%. Donc, en l'espace de 35 ans, l'Allemagne a globalement maintenu son poids dans la production automobile mondiale, en volume, et elle a beaucoup augmenté en valeur. Et la France, elle a divisé son poids en volume, qui est quasiment un facteur de 1 à 3. Pourquoi ? Il y a énormément de facteurs qui pourraient expliquer cela, mais il y en a un sur lequel je fais une petite minute de parenthèse, c'est, je dirais, le travail, la mise en perspective en commun des pouvoirs publics, des constructeurs et de la filière qui, globalement, savent travailler de façon à ce que les intérêts des uns et des autres soient maintenus. Et ça, c'est ce qui se passe dans certains pays, donc notamment l'Allemagne, mais il y en a d'autres. C'est le cas de la Corée, à un niveau un peu différent, c'est le cas du Japon, c'est même le cas finalement aux États-Unis quand on regarde bien. Et puis, il y a d'autres pays qui sont principalement des pays du sud de l'Europe, qui eux, globalement, on peut dire qu'on est dans un environnement qui est un petit peu autophobe, et où on ne peut pas dire que les impératifs et les contraintes économiques des uns et des autres ont été prises en compte. Et notamment chez nous, alors je fais une parenthèse d'encore 20 secondes là-dessus, parce qu'on en parle rarement, parce que c'est un peu un tabou, mais c'est un facteur qui a beaucoup contribué à la baisse de la production dans l'Europe du Sud. C'est évidemment l'euro, qui est une monnaie qui n'est pas adaptée à des pays comme l'Italie et la France, et qui n'est pas beaucoup adaptée à la structure de produits que nous produisons. C'est une monnaie qui est très bien adaptée pour l'industrie automobile allemande et pour les caractéristiques de l'industrie, et je dirais même de l'économie allemande. Donc ça, c'est un facteur parmi d'autres, mais celui-là a beaucoup joué. Pour ce qui est de la relation entre les équipementiers, je vais plus prêcher pour ma paroisse, je dirais qu'aujourd'hui, globalement, ce que vous devez savoir, c'est qu'une voiture qui sort d'une chaîne à 90%, sa valeur est faite par les équipementiers, voire même plus dans certains cas. Il y a des constructeurs chez qui on est quasiment à 95%, je ne les citerai pas, chez d'autres c'est 80, 75, mais la moyenne est autour de 85, 90. Les relations ont beaucoup évolué dans le temps, puisque nous sommes passés du statut de fournisseur qui fabriquait des pièces, un peu des pièces lambda, qui n'étaient pas forcément des pièces très complexes techniquement, à des partenaires qui aujourd'hui représentent à peu près, je pense, entre 50 et 60% de la R&D qui est faite sur un véhicule. C'est un élément d'ailleurs qui ne cesse de croître. Et si vous prenez aujourd'hui, par exemple, une automobile, elle a en matière d'équipement, même le modèle le plus basique, il est mieux équipé que le modèle le mieux équipé il y a cela 15 ou 20 ans. Donc, toutes les nouveautés automobiles, le savoir-faire, il est en très grande partie chez les équipementiers. Toutes les fonctionnalités des voitures, même un élément aussi simple qu'une climatisation, qui n'est en fait pas un élément simple, la maîtrise des process, de la recherche est faite par les équipementiers. Ce qui fait que le positionnement des équipementiers et des constructeurs a considérablement évolué de fournisseurs largement dominés dans l'échange économique à plutôt un statut de partenaire, puisqu'aujourd'hui, le véhicule, vous ne pouvez pas le faire, les équipementiers sont absolument incontournables, notamment sur tous les éléments différenciants, que ce soit les éléments qui sont liés à la sécurité, aux normes, tout simplement, ou à toutes les fonctionnalités que recherchent les consommateurs. En conséquence, on est dans une industrie qui, au niveau mondial, se porte très bien,
puisqu'elle n'a jamais aussi bien fonctionné. Vous le voyez au travers du résultat de tous les groupes automobiles et facteur novateur également de pratiquement tous les constructeurs. Il y a de ça encore 15 ans, sur les 100 premiers équipementiers dans le monde, vous en avez un tiers qui ne gagnait pas d'argent, qui perdait entre 0 et 5%. Un petit tiers dont la rentabilité, donc le ratio excédent coût d'exploitation sur chiffre d'affaires était entre 0 et 3, et puis un petit tiers qui était entre 3 et 5, 6 pour les meilleurs. Aujourd'hui, aucun ne perd de l'argent sur les 100 premiers, et les ratios, ils sont entre 5, 6 et 10, 12, quoi. C'est-à-dire au niveau des meilleurs constructeurs. Chez les constructeurs, on a également une évolution qui est comparable, c'est-à-dire que l'activité automobile mondiale, elle est très bonne, puisque, pour vous donner un autre chiffre, en 80, on fabriquait dans le monde à peu près 40 millions de véhicules, on en fait 92 millions aujourd'hui, on va passer la barre des 100 millions l'année prochaine. Donc c'est à la fois un marché qui, en volume, en valeur et en marge, se porte bien. Donc il faut le dire. Ce qui fait que la relation, je dirais, entre équipementier et constructeur, elle est aujourd'hui beaucoup plus équilibrée. Et je peux le dire, elle s'est même un peu retournée d'une situation qui était plutôt traditionnellement en faveur des constructeurs. Aujourd'hui, on peut presque dire que les équipementiers sont dans une situation presque plus favorable que les constructeurs, pour toute une série de raisons, notamment celles que je viens de vous donner. Alors, sur 3-4 autres points sur lesquels on m'a demandé d'intervenir et qui marquent des évolutions que nous allons connaître dans les années qui viennent, et pour certaines d'entre elles, ce seront peut-être des révolutions. Alors, du côté des révolutions, il y a évidemment le véhicule électrique. Le véhicule électrique, il faut que vous oubliez tout ce que vous savez ou tout ce que vous avez entendu, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit faux. C'est une problématique qui est beaucoup plus complexe que celle qu'on présente, pour beaucoup de raisons, parce que ceux qui vous parlent souvent du véhicule électrique sont des gens qui sont très engagés sur le véhicule électrique pour des raisons souvent personnelles, idéologiques, mais qui n'ont pas forcément toujours des discours qui sont très rationnels. On a fait, il y a de cela 6 mois avec Tommaso, une journée complète sur le véhicule électrique, donc on ne peut pas vous résumer 8 heures d'intervention en 10 minutes. Mais disons que c'est évidemment quelque chose qui va se déployer, probablement pas comme on l'imagine, c'est-à-dire que ceux qui pensent qu'on n'aura plus un seul véhicule thermique dans les 20 ou 30 ans, ça c'est pas du tout certain. Je pense qu'on aura un mix de véhicules qui seront pour beaucoup des véhicules hybrides, certains qui seront encore que thermiques, consommeront très peu, d'autres qui seront totalement électrisés. Il est clair qu'en ville, le véhicule thermique, c'est une réponse à énormément de problématiques. Ce que je peux dire, indépendamment de tous les débats qu'on peut avoir là-dessus, et l'avenir dira, finalement le marché sanctionnera si le véhicule électrique, 100% électrique, se déploiera massivement ou pas. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Hein. Je vous rappelle qu'on nous avait déjà vendu le véhicule électrique comme devant être un véhicule qui devrait être déjà beaucoup sur nos routes. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, c'est à peine 1% des ventes. Mais il est évident qu'il va se développer. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que pour les industriels, c'est un enjeu très important parce qu'un véhicule électrique, il n'a pas grand-chose en commun avec un véhicule thermique, à part même le châssis très différent. Et pour nous, c'est sûr que c'est un enjeu majeur parce que tous les composants de la voiture, et notamment tous les composants qui sont liés à la transmission et au moteur, disparaissent. Donc pour toute une série d'équipementiers qui sont totalement spécialisés dans ces équipements, c'est sûr que là, il y a un mur à l'horizon sur lequel que l'on ne peut pas ne pas prendre en compte. L'autre élément, c'est le corollaire de ça, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en Europe, vous avez 122, je crois, sites chez les constructeurs de production et d'assemblage de transmission et de moteur. Chez les équipementiers, c'est encore plusieurs centaines. Donc il faut bien voir que lorsque vous passez d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, c'est un véhicule beaucoup plus simple, qui en plus au niveau de l'argent n'use quasiment aucune pièce. Alors là aussi, du côté de Laval, il y aurait une transformation extraordinaire. Mais c'est un véhicule qui a à peu près 40% de valeur ajoutée en moins qu'un véhicule thermique. Donc il faut savoir qu'un véhicule tout électrique, ça a une incidence très forte sur le maillage et sur l'outil industriel derrière. En plus, alors ça je laisserai Tommaso, je pense qu'il en parlera plus que moi tout à l'heure, mais il y a en plus des préoccupations alors qui sont de production d'énergie, de distribution d'énergie, de stockage d'énergie, d'évolution technique des batteries, qui est un facteur très très important, et à l'international, je dirais, de problématiques politiques, géopolitiques, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous laissez les marchés fonctionner sans aucune barrière, en l'état actuel des choses, et encore plus à l'avenir, il y a un pays qui va être très dominant sur le marché du véhicule électrique, qui est la Chine. Donc attention à ne pas se retrouver avec ce qu'on a connu avec
les panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que tous les panneaux photovoltaïques étaient produits en Chine, quoi. Et c'est sûr que dans ce domaine-là, je ne développe pas, mais les Chinois ils ont une carte à jouer qui est énorme avec le véhicule électrique. Parce qu'ils ont un marché intérieur monumental, parce qu'ils ont des problématiques écologiques qui sont encore beaucoup plus fortes que les nôtres, et donc ils vont être probablement capables de produire des millions de véhicules électriques, ce qui fait un coût qui sera certainement très difficile à atteindre pour d'autres. Bref, donc ça c'est un point très important. Le véhicule autonome également, ça fait partie des révolutions. Celle-là, je pense qu'on la verra beaucoup plus rapidement, parce qu'il y a déjà beaucoup de tests qui sont faits, et qui sont quand même assez concluants. Donc il y a encore en revanche des questions qui sont des questions d'ordre juridique, et puis au fait que le véhicule autonome, dans certaines circonstances de circulation, il n'est pas encore totalement fiable, mais apparemment, on nous annonce un véhicule entre 2025 et 2030. Ça peut avoir un impact énorme, parce que qui dit véhicule autonome dit certainement un tout nouvel usage de l'automobile, probablement la création de flottes complètes, entières, qui pourraient être au service de supermarchés. Enfin, on peut tout imaginer là-dessus, ce qui veut dire que derrière, le consommateur, il n'est plus l'acheteur final de voitures. Donc au niveau des constructeurs automobiles, ça peut être un enjeu important. Ça peut être un enjeu important, parce que si vous prenez un véhicule autonome, que vous le commandez pour faire 10 km et puis revenir chez vous, vous n'allez pas forcément exiger qu'il ait telle marque, tel niveau de finition, telle couleur. Voilà. Parce que vous n'êtes plus le consommateur final du véhicule, un peu comme quand vous commandez un taxi aujourd'hui. Vous n'exigez pas que le taxi vienne avec la voiture de vos rêves, ou celle qui vous plaît. Donc ça, c'est un enjeu très très important, mais en même temps un enjeu sociétal et de déplacement, parce qu'on sait qu'il y a 15-20% de la population qui ne peut pas se déplacer pour des raisons, plus de permis de conduire, des personnes âgées, des personnes malades, etc. Donc là, ça peut ouvrir un champ énorme, un potentiel énorme de déplacement à toute une série de personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas se déplacer. Et puis, c'est également quelque chose qui, de manière inévitable, changera drastiquement le rapport entre l'individu et la voiture. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, sur le plan industriel, peut également avoir des répercussions très importantes, et ça peut être un facteur de développement du véhicule électrique, parce qu'il est clair qu'en ville, les véhicules autonomes seront plutôt des véhicules électriques. Pour ce qui est de l'aval, je laisserai à ma collègue le soin de parler de l'aval, parce que c'est pas un sujet qui nous... Je dirais que nous, au niveau industriel, on va suivre les tendances, on n'est pas forcément des précurseurs, et je dirais que tout ce qui tourne aujourd'hui, par exemple, autour de la voiture Google ou ce type d'éléments, c'est pas quelque chose qui nous angoisse énormément, parce que c'est parce que Google est plus vu comme un partenaire que comme quelqu'un qui peut changer drastiquement les choses dans le domaine automobile, et pour plein de raisons, et notamment du fait que quand il faut produire une voiture, eh bien, celui qui veut les produire, il faut bien la fabriquer, et là il se retrouve avec toutes les contraintes et toutes les problématiques qui sont celles que maîtrisent déjà très bien les constructeurs et les équipementiers depuis plus d'un siècle. Hein. Donc ça explique certainement d'ailleurs le fait qu'on ait beaucoup d'effets d'annonce, mais pas forcément de grandes transformations. Le dernier point qui est quelque chose effectivement à l'horizon des 10 prochaines années, peut-être même plus, un point fondamental, c'est que vous parliez de la Chine, ça on ne peut pas ne pas parler de la Chine. Puisque la Chine aujourd'hui, on est à peu près sur 90 millions de voitures, ils doivent en vendre à peu près 27 ou 28. Les capacités de production en Chine, on les estime à autour de 40 millions de véhicules aujourd'hui, et on pense que ce sera le marché chinois dans les 10 ans. Après, il est difficile de faire des prévisions, mais elles ont ceci d'intéressant, c'est que généralement, ce qu'annoncent les plans tels qu'annoncés en Chine se vérifient globalement. Donc on peut s'attendre à un marché de 40 millions de véhicules, ce qui peu ou prou veut dire que les Chinois, ils vont produire et ils vont commercialiser 40% de la production mondiale. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est surtout très complexe avec la Chine, parce qu'on a un partenaire qui impose ses propres règles du jeu, à la différence de tous les autres pays, si on peut dire, sur lequel sont très présents les constructeurs occidentaux qui globalement détiennent 60% du marché local, mais aux conditions d'exploitation et de fonctionnement fixées par les autorités chinoises. Et c'est certainement, comme je vous le disais, un pays qui aura, alors là pour le coup, ils ont pris le train en marche pour ce qui est du véhicule thermique, mais pour ce qui est du véhicule électrique, c'est sûr qu'ils seront certainement les leaders.
Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, qui est un peu la conséquence de ce que j'ai très rapidement dit sur le véhicule électrique, c'est que le véhicule électrique, il vendange 120 ans de recherche et développement sur quelque chose qui est très compliqué à faire, qui est un moteur thermique qui pollue peu. Et même aujourd'hui, les Chinois ne sont pas capables de faire des véhicules qui ont des normes Euro 6, ce sont les constructeurs européens, ou japonais et américains qui produisent en Chine. Donc c'est quelque chose pour nous, bon, dit comme ça peut paraître pas très important, mais qui en fait est énormément, parce que la valeur ajoutée de l'industrie européenne, elle est notamment liée à cette capacité à notamment savoir faire des véhicules technologiquement très avancés. Et le fait de passer à un véhicule électrique, un moteur électrique comparé à un moteur thermique, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Il n'y a plus de différenciation, c'est-à-dire que tout le monde fera à peu près le même moteur, et il n'y aura pas de différence entre un moteur et un autre, puisque ce sera exactement le même concept, le même principe. On peut un peu optimiser, les techniciens vous dire qu'on peut gagner du rendement, on peut gagner 5-6% par-ci, par-là, mais en fait, on ne fera jamais les progrès qu'on a fait par rapport au premier moteur thermique comparé au dernier, quoi. Il y a un monde. Ce qui pour nous a de l'importance, et ça rejoint ce que je vous disais sur le fait que ce type d'évolution, s'il s'avère très important, et il y aura une grande importance sur l'outil de production et sur tout ce qui est lié derrière, notamment l'emploi. Parce que moi, par exemple, pour finir mon intervention, je représente donc les équipementiers installés en France, français et étrangers qui produisent en France, juste avoir un chiffre en tête, hein, c'est que entre 2005 et 2015, on a perdu 60 000 emplois, quoi. Il nous en reste 70, on était à 130. Voilà, par exemple. Donc ça a été une évolution qui a été pas liée à la crise de 2009, mais qui est liée, d'ailleurs c'est une évolution qu'on retrouve dans pratiquement tous les secteurs industriels français, qui fait partie de la problématique de désindustrialisation, qui a été liée au fait que les acteurs qui produisent en France, bien que le marché français, lui, soit resté tout à fait constant, on a plutôt des industriels qui ont beaucoup plus produit à l'étranger qu'en France. Voilà. Merci Franck. Alors, moi ce que j'ai retenu... J'ai retenu chose peut-être à laquelle je ne m'attendais pas tellement, c'était un certain scepticisme sur la place du véhicule électrique à l'avenir. C'est-à-dire que ce qu'on nous annonce, les politiques qui nous sont annoncées en France, mais pas seulement en France, dans tous les pays développés, insistent fortement sur le développement du véhicule électrique et la réduction des émissions de CO2. Donc ce que vous dites, c'est au fond qu'on ne sait pas encore très bien quel est le modèle de voiture qui s'imposera dans les 10 ou 20 années. Ça va être plus long, probablement, que ce qui nous est annoncé par certains politiques, disons. Le problème, il n'est pas forcément au niveau des constructeurs ou des équipementiers qui, eux, globalement, s'adapteront à la réglementation, à l'évolution du marché. C'est que du côté, il y a des conditions qui doivent préexister au développement et au déploiement du véhicule électrique. Et parmi ces éléments ne sont pas chez les équipementiers, chez les constructeurs. On ne les maîtrise pas. C'est la production d'électricité. Bon, ça, on nous explique que ce n'est pas un défi impossible à relever, mais quand même. Alors, on entend tout et son contraire là-dessus. On nous dit qu'il faudrait 2 centrales en plus. Certains vous disent qu'il faut 40. Bon, je pense qu'on est plus près des 2 que des 40. Surtout la distribution, quand vous allez voir les gens d'Enedis, ils vous expliquent qu'en fait, là, c'est l'intensité qui compte. C'est-à-dire que si vous faites charger votre voiture sur 5 ou 6 heures, c'est quelque chose qui est gérable et qu'il n'y a pas énormément d'investissement sur les réseaux à faire par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Si en revanche vous voulez un véhicule qui soit rechargé en 20 minutes, là c'est très compliqué à faire, il y a une intensité, ça coûte très très cher. Et ça nécessite, c'est quasiment quelque chose qui serait infaisable aujourd'hui sur le territoire français. Donc des investissements qui nécessiteraient des milliards, derrière on parle de milliards. Ensuite il y a la problématique de production, je vous disais, de batterie, qui aujourd'hui, alors là il y a une évolution technologique qui se fait quasiment, pratiquement chaque jour, les batteries sont de plus en plus puissantes. Sauf que là, on est par rapport à une problématique géopolitique, globale, internationale, qui est la problématique des terres rares, qui est la problématique qu'on a un acteur qui s'appelle la Chine, qui est capable de vous produire de la batterie à un coût qui est complètement inatteignable pour tous les autres. Bon. Donc là, concrètement, si vous n'envisagez pas peut-être quelque chose qui ressemble à un gros mot qu'on appelle le protectionnisme, il est difficile d'imaginer que sur un marché ouvert, si tant est qu'on puisse parler de marché ouvert avec les Chinois ou de compétition
compétition entre acteurs qui respectent les mêmes règles. Il y a une problématique, comme je vous le disais, il y a un enjeu qui est industriel pour nous, clairement. Parce que très concrètement, aujourd'hui, les gros producteurs de batteries, ils sont tous en Asie. Hein. Voilà. Et ensuite, il y a des problématiques de recyclage. Pardon ? Tesla. Oui, alors Tesla, je ne parle pas de Tesla. Parce que oui. C'est un acteur marginal, mais... Je crois qu'on reviendra sur ces questions. Et puis, il y a également tout l'aval, hein, le recyclage de la batterie, le retraitement, c'est très compliqué, ça coûte très cher. Il y a beaucoup de questions. Hein. Et aujourd'hui, quand on regarde tous les paramètres, bah, les équations ne matchent pas. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Ça, c'est un problème très complexe. Oui. Tout à fait. Merci de nous avoir donné. Alors, ce qui m'a étonné dans ce que vous avez dit, c'est l'optimisme que vous avez pour la voiture autonome. La voiture autonome, ça, bon, j'en prends acte. Peut-être que vos collègues pourront aussi commenter là-dessus. Et le lien entre les sociétés qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle et les constructeurs automobiles. On verra comment ils coopéreront ou ils se font concurrence. Enfin, la Chine, ça aussi. Bon, je vais passer la parole maintenant à Tommaso, qui est chargé de recherche en sociologie au CNRS, et donc au laboratoire Institutions et dynamique historique de l'économie et de la société. Donc vous réfléchissez peut-être beaucoup plus en termes de société que d'industrie. Voilà, Tommaso. Merci. Alors, effectivement, je suis directeur aussi d'un réseau de recherche et d'un groupement d'intérêt scientifique qui porte sur l'automobile, et c'est davantage ça qui m'amène à m'intéresser à ces problématiques. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la notion de révolution qui est associée aujourd'hui aux changements qui sont censés se produire très bientôt. Hein. Donc la voiture telle qu'on l'a connue depuis un siècle, la voiture propulsée par un moteur à combustion, conduite par un être humain, en propriété d'un ménage, et avec elle, toutes les externalités négatives qui lui sont désormais associées, la pollution, l'accidentologie, la congestion liée au fait qu'une voiture en propriété est très peu utilisée, et un très grand encombrement au sol, tout ça est censé disparaître rapidement, d'après certaines prévisions, certains scénarios qui constituent aujourd'hui une sorte de doxa. On n'ouvre pas les journaux, on n'entend pas une émission des radios sur ces sujets qui n'évoquent les modèles des demain, la révolution qui arrive, qui est un véhicule bien sûr connecté, propulsé par un moteur électrique qui aura zéro émission, conduite par un ordinateur, un véhicule autonome, on vient de l'évoquer, et partagé, ce qui permettra de résoudre les problèmes de la congestion. Gaël y reviendra sur ces questions. Alors, les problèmes aujourd'hui, c'est que quand on regarde la réalité du secteur automobile, je ne dis pas les passés, comme l'évoquent les titres des journées de l'économie de Lyon, mais tout simplement les présents, on s'aperçoit que ces phénomènes, tous ces phénomènes sont extrêmement marginaux. Au mieux, la part du véhicule électrique aujourd'hui dans le monde représente 1% des ventes, et j'y reviendrai, c'est une part des marchés très largement subventionnés par les États. Sans des subventions importantes de l'État, les marchés de la voiture électrique aujourd'hui n'existeraient pas. D'ailleurs, où il n'y a pas de subventions d'État, il n'y a pas de marché. Donc aujourd'hui, les ventes de véhicules électriques en Europe sont concentrées dans une poignée des pays, et tous les pays de l'Europe de l'Est et du Sud, ils sont exclus, sauf la France. Les véhicules autonomes, bien entendu, n'existaient pas, sinon à l'état des prototypes. On annonce que tout cela va changer à partir de 2020-2025, mais il y a beaucoup d'incertitudes quant à la nature de ces véhicules autonomes. Quant au l'autopartage, par exemple, il ne représente aujourd'hui qu'entre 0,2 et 0,3% du parc automobile installé, et encore dans les pays où c'est développé les plus. Donc, comment se fait-il que 99% de la communication porte sur quelque chose qui ne représente que 1% de la réalité aujourd'hui? Et aussi, comment on peut apprendre ici du passé pour penser les futurs? Les passés, les présents, dans cette histoire-là, aujourd'hui, n'ont aucune importance. N'ont aucune importance parce qu'on associe ces transformations à des entreprises qui sont censées transformer de manière disruptive. Disruption, c'est les mots-clés ici qu'il faut garder en tête. Sont censées donc révolutionner l'existant. Et ici, les Google, les Apple, les Uber qui sont associés à ces changements-là. Alors, qu'est-ce que c'est quelque chose de disruptif? Alors, quelque chose de disruptif est associé à la courbe que vous voyez là. C'est une courbe à S. Là, c'est la courbe de la diffusion des smartphones aux États-Unis. Donc, dans des espaces de temps très courts, des phénomènes très petits
marginaux au départ devient rapidement des révolutions qui vont représenter plus des 50% du marché après 5 ans et presque 100% du marché américain de la téléphonie mobile au bout des 10 ans. Et c'est en ces termes qu'aujourd'hui on pense les véhicules électriques, les véhicules autonomes et les nouvelles mobilités. Et donc par exemple, voilà comment McKinsey, qui est un très grand cabinet de consultants mondial, estime un scénario hautement disruptif, vous voyez la courbe à S, pour les véhicules autonomes, avec une part des marchés de l'ordre de 60% en 2030. Et voilà comment d'autres spécialistes imaginent les courbes associées aux véhicules électriques, avec des parts des marchés estimées à, pour les scénarios bien sûr les plus disruptifs, il y a toujours des scénarios qui le sont moins, mais pour les plus disruptifs, des hypothèses, à 70% de la part des marchés mondiaux pour 2030. Alors, les problèmes de cette histoire-là, c'est que pour l'automobile, nous sommes au tout début. Comme je dis, on fait l'hypothèse que c'est disruptif, mais on n'en a aucune certitude. Et historiquement, même s'il y a plusieurs exemples de technologies disruptives, ce n'est pas tous les jours qu'on voit des technologies disruptives se produire. Il faut que beaucoup de conditions soient réunies pour que quelque chose d'aussi radical puisse se produire. Néanmoins, ces discours qui portent donc sur les futurs, c'est en quelque sorte les futurs qui définissent les débats du présent. Vous voyez un peu la contradiction, ce n'est pas les passés qui nous aident à construire les futurs, c'est une vision du futur qui aujourd'hui nous amène à parler de quelque chose qui est extrêmement marginal, a des effets, et des effets extrêmement importants aujourd'hui. Je prends les cas de Tesla. Vous voyez, Tesla, c'est un producteur, c'est un start-up, c'est pas un producteur d'automobile, c'est un start-up digital de la Silicon Valley, qui a été créé au début des années 2010. Il produit en 2016 environ 80 000 véhicules. Il a un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. En face, vous voyez General Motors, 6 millions de véhicules, chiffre d'affaires de 166 milliards d'euros. C'est un géant, quelque chose de très petit. Tesla perd de l'argent. Il n'a jamais gagné de l'argent. Il a perdu 700 millions de dollars en 2016, 10% de son chiffre d'affaires. Perte cumulée, 2,5 milliards de dollars. Dette à long terme, à court terme, des 22 milliards de dollars. Et en face, General Motors, c'est quand même une entreprise qui se porte relativement bien, avec 50 milliards de dollars de profits cumulés depuis son réintroduction en bourse en 2009. La question, à votre avis, quelle est l'entreprise qui vaut le plus, d'un point de vue de capitalisation? Eh bien, ce n'est pas une surprise parce que vous l'avez sans doute, c'est Tesla. Tesla vaut plus cher sur les marchés financiers que General Motors. Alors, comment c'est possible? C'est toute la question que je pose. Quelque chose de très petit et marginal est censé chevaucher cette courbe à S, être les disrupteurs du secteur, alors que General Motors, lui, est censé être celui qui doit remplacer tous ces véhicules thermiques avec des véhicules électriques. Et donc l'un vaut plus cher que l'autre. Et cela donne aussi à cette entreprise et toutes les entreprises qui sont engagées dans ces révolutions des moyens qui aujourd'hui sont extrêmement importants. Aussi parce que la conjoncture économique leur est favorable, il y a eu un choc des liquidités financières après la crise de 2009. Il n'y a jamais eu autant d'argent disponible pour la finance et à des taux extrêmement pas chers. Donc il y a un afflux des financements vers ces boîtes-là qui est quelque chose d'historiquement... on a rarement vu ça dans ces proportions, sauf juste avant l'éclatement de la bulle Internet. C'était juste avant ça. On est aujourd'hui dans des courbes pour les valeurs actionnariales des nouvelles technologies qui sont exactement les mêmes, et encore, la croissance est plus rapide que juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Souhaitons que ce ne soit pas en nous. Alors, tout ça donne lieu à des narratives qui présentent donc la disruption, la révolution à l'horizon 2030, qui sont très populaires à la Silicon Valley. Je vais passer. Alors, maintenant, venons à la réalité. D'un côté, vous comprenez que les débats publics et aussi, dans une certaine mesure, la création des politiques publiques, des réglementations, est en très large partie, je ne dis pas complètement, mais en très large partie influencée par cette vision-là. On aurait affaire à quelque chose de disruptif, en révolution. Venons maintenant à la réalité. Alors ça, c'est l'augmentation du parc automobile électrique installé dans le monde. Vous voyez, c'est une progression importante. On est passé de presque rien à 2 millions de véhicules en 2016. Toutefois, cela ne représente que 0,2% du parc automobile installé. Encore très marginal. Et vous voyez que les taux de croissance de ces parcs tendent à faiblir depuis 3 ans. 80, 76, 60% aujourd'hui. Et c'est là malgré des subventions étatiques extrêmement importantes en moyenne. Un véhicule électrique est subventionné à hauteur de 7 000, 10 000 euros par véhicule, plus toute une série d'avantages qui sont associés à l'usage de ces véhicules.
Alors ça, c'est des scénarios un peu plus réalistes que ceux qu'on vient de voir tout à l'heure. Hein. On ne tablait pas vraiment sur une courbe S, mais plutôt sur une progression régulière, qui toutefois présuppose que les taux de croissance que je viens de vous montrer se maintiennent chaque année pour les 10-15 années à venir. C'est à ces conditions-là qu'on aura une part des marchés du véhicule électrique des 30% à l'horizon 2030. C'est ça l'objectif qui est affiché par l'Agence internationale d'énergie. C'est l'objectif le plus ambitieux. Vous voyez aussi les barres noires, hein, verticales en 2020 en 2025. C'est là que correspond, et c'est nouveau, aux annonces des constructeurs. Depuis 2 ans, les constructeurs automobiles, les grands acteurs de l'industrie du XXe siècle, ont commencé à annoncer qu'ils vont électrifier massivement leur offre. Et Volkswagen était les premiers en annonçant qu'en 2025, il vendra une voiture sur 4 électrifiée, hein, 25%, ce qui est bien au-delà des scénarios qui sont évoqués ici. Alors, c'est important, malheureusement les graphiques là ils ont un problème, c'est important de rappeler que ces types de courbes, on les a déjà vus il n'y a pas longtemps, hein, au moment où en 2009, Carlos Ghosn lançait la gamme électrique Renault, il tablait sur une part des marchés mondiaux de 10% hein, pour les véhicules électriques en 2020. On est à 1% aujourd'hui, vous voyez, on est très loin de ça. Il y a eu un plan national électrique en France extrêmement ambitieux, équipé d'environ 5 milliards d'euros de financement, engageant tous les acteurs industriels français, qui tablaient sur une part des marchés de 7% aujourd'hui, et un parc de 500 000 véhicules aujourd'hui. Et vous voyez, nous en sommes très très loin, puisqu'on est 1,4% en France. Donc on a déjà vu ces courbes par les passés. À l'époque, c'était plutôt les prix du pétrole très élevés qui justifiaient une équation économique favorable pour les véhicules électriques. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. On n'avait pas anticipé à l'époque que les prix du pétrole tomberaient dramatiquement à partir de 2011. Donc, pourquoi faudrait-il y croire aujourd'hui? Pourquoi faudrait-il assumer que même ces croissance modérée de véhicules électriques est plus croyable aujourd'hui que ne l'était il y a 6-7 ans? Alors, il y a 2 raisons fondamentales qui, à mon avis, permettent de dire que sans doute on se situera entre les scénarios les plus modestes, peut-être un peu plus hauts, mais qu'il y aura une progression de véhicules électriques. La première raison, ça a déjà été évoqué, c'est les progrès technologiques qui sont en partie boostés par cette vision disruptive. Donc il y a beaucoup d'argent qui afflue vers ces technologies, et donc forcément c'est la produit du progrès technologique. Là, vous voyez les courbes du coût du kilowattheure en dollars et la courbe de la densité en kilowattheure par litre des batteries. Ça, c'est très important parce que plus la batterie est dense, plus on peut mettre de l'énergie dans un litre de batterie. Et moins elle coûte cher, bien entendu, plus les gaps qui existent aujourd'hui entre un véhicule électrique et un véhicule thermique diminuera. Mais néanmoins, vous voyez que même dans ces graphiques assez optimistes du département de l'État de l'énergie américain, les principaux progrès sont derrière nous. Les progrès à venir sont difficiles à anticiper. Et aujourd'hui, 1 kg de batterie contient 100 fois moins d'énergie qu'un litre d'essence. Donc, avec un litre d'essence, vous faites 15 km. Avec 1 kg de batterie, vous faites 150 mètres. C'est pour ça qu'il faut 500, 600 kg de batterie pour équiper une voiture aujourd'hui et lui donner une autonomie raisonnable. C'est aussi la raison pour laquelle cette moteur électrique et batterie coûte environ 10-15 000 euros plus cher qu'un moteur thermique. Donc vous voyez, les progrès qu'il faut faire malgré tout pour rattraper les gaps sont encore énormes. Et aujourd'hui, les véhicules électriques n'est pas du tout compétitif avec un véhicule thermique. Ce qui veut dire que sans subvention d'État, il n'y a pas marché. Alors, la deuxième raison, et à mon sens c'est la raison fondamentale, c'est les couplages entre un durcissement historique des réglementations environnementales et les Dieselgate. Qu'est-ce que les Dieselgate a produit? Dieselgate a rendu visible à tout le monde, a montré les poteaux roses de l'industrie automobile, non seulement européenne, mondiale, c'est-à-dire que depuis environ 15 ans, face à un durcissement des réglementations pour les CO2, qui est équivalent à la consommation, et pour les particules fines, et en même temps, on montait en gamme des véhicules, il ne faut pas oublier, depuis 15 ans, les véhicules sont devenus systématiquement plus gros, plus grands, plus longs, plus chers et plus puissants, plus lourds, tous plus. Et donc tout ça en devant, au contraire, consommer moins et émettre moins. Alors comment les constructeurs y sont pris? Ils ont plutôt optimisé leurs tests d'homologation que leurs performances réelles. Là, vous voyez que les gaps moyens entre les performances réelles et le test d'homologation est passé de 8% en 2001 à 40% en 2014. Et ça, c'est pour les CO2.
si vous regardez les particules fines, c'est encore plus important. Donc, tout ça a été connu. Hein. À la Commission européenne, on discutait déjà, mais en aparté, sur comment réduire ces gaps. Mais depuis les Dieselgate, hein, c'est devenu urgent. Et donc, les mesures qui étaient envisagées dans un temps beaucoup plus long d'adaptation sont prises là dans l'urgence. Et donc, en 4 ans, les constructeurs, puisqu'on a introduit un nouveau test d'homologation, associé à un test d'homologation en conditions de conduite réelles, et en même temps, il y a un durcissement des règles, les constructeurs doivent doubler leur effort des dépollutions par rapport à ce qu'ils avaient anticipé pour les CO2, et les multiplier par 20 ou 40 selon les modèles, pour ce qui concerne les particules fines. Donc c'est un effort considérable. Et en plus, problème, en 2021, c'était déjà prévu, mais d'un coup ça devient beaucoup plus contraignant, on passe des 130 grammes des CO2 au kilomètre qui doit être respecté pour la moyenne de la flotte vendue par un constructeur en Europe, à 95 grammes. Alors, ça veut dire qu'il faut consommer moins. Alors, les problèmes sont les suivants. Les diesels est certes pas très vertueux pour les émissions des particules fines, mais il est beaucoup plus vertueux pour la consommation. Ça consomme 20% moins que l'essence. Donc il émet 20% moins de CO2 que l'essence. Et les constructeurs ont anticipé d'arriver au cap de 2021, donc la nouvelle réglementation à 95 grammes, avec un mix diesel-essence de l'ordre de 60-40%. Aujourd'hui, les diesels sont en train de tomber, l'essence d'augmenter, donc ils ne sont pas en mesure de dépasser les caps de la réglementation de 2021. Et il y a des pénalités, hein, il y a des amendes très importantes, 95 € par véhicule par gramme de dépassement, je vais vite, c'est entre 1 et 5 milliards d'euros par constructeur par an s'ils n'arrivent pas à respecter cette norme, peut-être plus. Donc il y a urgence pour les constructeurs européens de vendre des véhicules électriques. C'est le seul moyen qu'ils ont de passer dans ces contextes-là les caps de 2021. Sans véhicule électrique, il n'y a pas de salut. Et les véhicules électriques comptent double. Quand on calcule la moyenne de la flotte, au moins au début, un véhicule électrique comptera pour 2 véhicules diesel ou 2 véhicules essence. Donc voilà la raison principale qui me fait penser qu'effectivement on verra plus de véhicules électriques dans la rue. Ceci dit, est-ce que cela c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant que les constructeurs soient contraints de vendre des véhicules électriques, que les gouvernements locaux et nationaux soient très contents aussi de promouvoir cette technologie qui est associée au progrès et qui est bien entendu beaucoup plus écologique en ce qui concerne les émissions et les CO2 des particules fines? La question est ouverte, parce qu'il faut quand même vendre ces véhicules à des ménages, à des entreprises. Alors, il y a 3 obstacles que je vais passer en revue très rapidement. Les coûts. Les coûts aujourd'hui, il y a un gap du coût entre un véhicule électrique et un véhicule conventionnel qui est de l'ordre de... Pour l'usage, là vous voyez les coûts d'usage calculés sur l'achat d'un véhicule neuf, c'est de l'ordre des 12-13 000 € aujourd'hui pour un petit véhicule. Et même si c'est censé converger, il y a tout de même les problèmes de soutenir l'essor du marché de l'électrique de manière prolongée. L'État aujourd'hui en France met 6 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique, plus 4 000 € si vous rendez un véhicule diesel, ça fait 10 000 €. Et il le finance avec les malus. C'est les malus que les gens qui achètent des gros véhicules très polluants payent, ça sert à financer les véhicules électriques. Sauf qu'on est à la limite du dispositif. Avec 1,4%, là, il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc il faudra que l'État finance à hauteur de 5-6 000 € la vente des véhicules électriques, ce qui fera des milliards d'euros si on a des parts des marchés importants. C'est clair que l'État n'est pas en mesure de faire cela. Donc comment on passe d'un marché de niche à un marché de masse? La question n'a pas de solution aujourd'hui. Deuxièmement, vous voyez que les coûts augmentent pour tout le monde. Dépolluer les diesels, dépolluer l'essence, ça va devenir très cher. Vendre des véhicules électriques, c'est très cher. Quel volume de vente? Aujourd'hui, un ménage moyen en France qui possède une voiture dépense 5 000 € par an. C'est ça qu'on dépense. Et c'est 4 000 €, c'est un peu moins de 4 000 € pour les ménages les plus pauvres. C'est un peu plus de 6 000 € pour les ménages les plus riches. Les ménages, ils n'ont pas l'élasticité pour monter à 8 000 10 000 € pour se convertir au véhicule électrique. Et donc, la conséquence la plus probable sera des ventes réduites et un déplacement de plus en plus fort des achats vers des véhicules d'occasion qui coûteront aussi de plus en plus cher.
Donc peut-être un effet paradoxal, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir moins d'émissions, on en aura plus. Troisième question qui est évoquée par Franck très rapidement, les coûts des matières premières. L'hypothèse qui aujourd'hui est faite sur la diminution du coût de la batterie repose sur une hypothèse qui est très difficile à vérifier, que les coûts des matières premières resteront stables. Or les cobaltes notamment, sont matières très rares, 50% des ressources des cobaltes sont au Congo, les restes sont distribués dans 3 pays dans le monde, dont la Chine et la Russie. Les prix du cobalt a doublé au cours a quadruplé au cours des 2 dernières années. Il y a des incertitudes très fortes sur toutes ces questions. Je passe très vite sur l'infrastructure. Personne ne sait comment financer l'installation des points de charge. Il n'y a pas de business model, c'est l'État qui prend en charge cela. Et aujourd'hui, il y a un gap très important entre les moyens qui sont alloués en France et les objectifs qui sont affichés. Exclusivement pour Paris, il y a, à l'horizon 2025, il y a 5 milliards d'euros qu'il faut trouver si on veut attendre la part des marchés souhaitée par Paris pour les véhicules électriques pour installer les bornes. Troisième problème, c'est que, quoi qu'il arrive, un véhicule électrique ne sera pas aussi une solution des mobilités aussi séduisante que les véhicules thermiques. Les véhicules thermiques à occasion, aujourd'hui, c'est pour un ménage la meilleure solution. Alors, comment on les vend au ménage? Il y a la solution de l'autolib. Sur l'autolib, il n'y a pas de problème d'autonomie, il n'y a pas de problème des temps de recharge, c'est un flotte partagé. Sauf qu'à l'heure actuelle, les bilans de l'autolib, que ce soit sur les transferts modaux et que ce soit sur le nombre de kilomètres parcourus, n'est pas très concluant. Alors, comment on dépasse ces problèmes? Soit on envisage un véhicule hybride rechargeable, électrique, avec une très grande autonomie, qui se recharge très vite et qui donc remplace un véhicule thermique, mais là on est sur les très hautes gammes. On est sur les 50, 60 000 euros par véhicule. Soit on envisage une diffusion de l'autopartage entre particuliers. Alors là, d'un coup, les contraintes d'autonomie et des temps de recharge d'un véhicule disparaissent, puisque c'est les usages moyens qui seraient les plus importants. Mais là, c'est Gaël qui va nous dire quelque chose. Pour l'instant, ça ne se développe pas trop. Il y a beaucoup d'obstacles là aussi sur la confiance, départager des véhicules, d'utiliser des véhicules partagés. Et aussi, il y a des problèmes liés à la mobilité. Les pics des mobilités, quand on va tous travailler les matins, on revient les soirs, une flotte partagée ne va pas trop les résoudre. Quand on est en milieu urbain ou en périurbain, c'est compliqué. Donc là, à l'occurrence, vous voyez, je vais vers une conclusion, on a lancé un train, parce que c'est lancé d'un point de vue réglementaire, c'est les trains de la voiture électrique, mais on ne sait pas trop où il va arriver. Est-ce qu'il va arriver à bon port? Est-ce qu'il va passer par une crevasse? On ne sait pas. On n'a pas les solutions, on n'a pas trouvé encore les scénarios technologiques, économiques, sociaux qui permettent de dire que demain, on aura 10, 15, 20% des voitures électriques. On a affaire à des phénomènes marginaux qui sont présentés comme disruptifs, ça c'est certain, mais on n'a aucune idée s'ils vont l'être véritablement. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui compte le plus, c'est les contraintes réglementaires et l'obligation qui est faite aux constructeurs d'y aller. Donc c'est bien l'industrie du XXe siècle qui va produire en 2020 et en 2030 des véhicules électriques de demain. Et dans quelles conditions, on ne le sait pas. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Donc, un panorama qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et je dois dire qu'en écoutant hier soir Nicolas Hulot justifier le renoncement à la diminution du programme nucléaire français et le retarder de 10 ans, je me demande si dans le cas du véhicule électrique, on ne va pas être obligé de le remettre de 10 ans également pour des raisons de simple rationalité économique et même écologique jusqu'à un certain point. Mais la solution, c'est peut-être Gaël qui va nous révéler la solution à tous ces problèmes compliqués que nous avons. Alors, Gaël travaille au laboratoire de recherche de l'école des ponts ParisTech. Elle est au laboratoire Ville, Mobilité et Transport de l'école des ponts ParisTech. Gaël. Merci.
Alors, moi je suis géographe, mais je vais quand même vous parler cet après-midi d'automobile, et plutôt d'automobile partagée. Donc Franck était plutôt dans l'amont, Tommaso, on va dire, dans l'entre-deux, et moi je vais plutôt me pencher du côté de l'usage, l'aval si on veut. Mais on voit que tout ça fonctionne en boucle, évidemment, hein, pour avoir des produits adaptés, une offre adaptée à la demande. Alors, aussi pour reboucler avec ce que disait Tommaso, hein, par exemple, tu montrais la capitalisation de Tesla, on aurait pu parler de celle d'Uber, mêmes enjeux, et pourtant, bon, je vais revenir sur une définition de la mobilité partagée, mais aujourd'hui, ça concerne quand même une faible part de nos déplacements au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mobilité partagée, nouveaux modes, services de mobilité, etc. Le lexique n'est pas complètement figé, ça prouve que ça change, mais dans l'idée, c'est la mise en place de systèmes qui permettent un partage des modes de transport. Alors, soit un partage, des modes de transport plutôt individuels, donc soit un partage du véhicule, souvent une automobile, mais ça peut être aussi un vélo, enfin un deux roues, donc motorisé ou non motorisé, un vélo ou un scooter, ou bien un partage d'un trajet, qu'on soit dans du covoiturage, dans du taxi collectif, taxi, et j'inclus aussi les VTC, hein, les voitures de tourisme avec chauffeur. J'y reviendrai. Donc on voit bien qu'il y a déjà deux choses, partage du véhicule, partage du trajet, et ça s'inscrit peut-être dans un changement aussi, hein, de positionnement. On est de plus en plus dans une économie de la fonctionnalité, hein, on s'intéresse à cet usage, et peut-être, si on regarde des éléments un peu plus prospectifs, peut-être de plus en plus dans une dissociation entre la possession automobile et son usage. Aujourd'hui, on peut utiliser une voiture, enfin, sans forcément en être propriétaire. Alors pas partout, hein, j'entends, pas dans tout le territoire, pas à tous les moments, mais ça devient possible. Sur cette question-là aussi, je voulais insister sur une certaine diversité à l'échelle mondiale. Alors nous, au laboratoire, on s'intéresse à la fois à des cas dans des villes du Nord, ici ou d'autres villes françaises, mais également dans des villes du Sud. Alors, ce retour, ce renouveau de ces modes partagés, de peut-être ces transports intermédiaires, on pourrait aussi les appeler comme cela, qui se positionneraient entre la voiture individuelle, enfin l'usage individuel de la voiture particulière, et le transport collectif de masse, le bus, mais plus encore le métro, ou le RER ou le TER. Donc on aurait tout un continuum de modes qui viendrait du taxi collectif, etc. Et ce renouveau de ces modes-là s'explique entre autres par le développement de la connectivité, hein, et puis le rôle du numérique, et je dirais encore plus de l'internet mobile. Alors d'abord du smartphone, et puis de la localisation par GPS. Et là, on a vu une véritable explosion, hein, de ces créations de ce qu'on appelle des plateformes d'intermédiation qui permettent de mettre en relation des usagers et des chauffeurs. Alors que ce soit des chauffeurs professionnels, chauffeurs de taxi, mais aussi des chauffeurs de VTC, par exemple avec Uber ou d'autres compétiteurs, je pourrais citer par exemple chauffeur privé ou Marcel à Paris, ou que ce soit avec des chauffeurs occasionnels, vous, moi, par exemple, quand vous faites Blablacar, vous êtes mis en relation via la plateforme pour réserver votre trajet. Alors ça, c'est un premier point, et ces plateformes permettent aussi d'assurer une certaine confiance. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont utilisateurs de Blablacar, mais vous avez des niveaux de confiance, vous pouvez être ambassadeur, etc. Donc c'est une sorte de sécurité pour pouvoir monter avec un inconnu ou prendre un inconnu dans votre voiture. Donc ça, c'est un premier point, ce lien entre ce développement, on va dire, du numérique et ce renouveau des modes partagés. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde plutôt du côté de villes, de pays émergents. Alors je vais prendre un exemple très contrasté, je vais prendre des villes africaines par exemple, des villes qui connaissent une très forte croissance urbaine, une très forte croissance démographique.
beaucoup plus de monde, des villes qui parfois fonctionnent sans transport de masse, sans transport lourd, et pourtant les gens se déplacent, doivent se déplacer pour réaliser leurs activités quotidiennes. Et là, on a déjà ce système qui préexiste, de modes partagés. Vous avez probablement entendu de tous ces minibus taxis qui ont tous des noms un peu différents selon que vous êtes à Nairobi, on va parler par exemple des Matatu, ou bien que vous êtes ailleurs au Cap, on va parler des minibus taxis, etc. Ils ont tous des noms, mais l'idée c'est voilà, un partage collectif d'une automobile plus ou moins importante, plus ou moins capacitaire, et avec ce développement du numérique, de l'Internet mobile, qu'est-ce qu'on note ? Une consolidation de certains de ces modes et aussi une plus grande diversification. C'est intéressant parce que, par exemple, si je reprends le cas d'Uber, aujourd'hui Uber est présent dans plus de 600 villes dans le monde, ça veut dire qu'il est aussi présent dans ces villes-là. Il y a aussi très, très souvent des compétiteurs locaux très, très dynamiques. Je reprends le cas de Nairobi que j'ai pu un peu étudier, où vous avez environ 5000 chauffeurs Uber, 4000 chauffeurs Uber, mais vous avez 5000 chauffeurs du compétiteur local qui s'appelle Little Cab, qui est une plateforme qui a été financée par l'opérateur téléphonique le plus utilisé au Kenya, et qui permet dans son bouquet sur la plateforme toute une diversité de modes. Vous pouvez prendre différents types de véhicules, vous pouvez prendre un mototaxi également, réserver un mototaxi. Donc on voit bien qu'il y a toute cette diversité de modes, et c'est un point sur lequel j'aimerais bien insister, c'est à travers cette mobilité partagée, vraiment avoir moins une vision binaire entre la voiture individuelle et le transport collectif de masse, mais vraiment aller, donc c'est peut-être un des éléments de prospective, l'idée qu'on irait davantage vers une multiplicité de modes avec un usager multimodal qui utiliserait le meilleur mode en fonction de ses besoins et de sa destination. Alors ça, cet objectif, cet élément, on voit que ça reste quand même lié à certains territoires, plutôt les grandes villes où il y a une offre, où on peut aussi, selon le type de déplacement, se déplacer à pied, en mode motorisé partagé, en voiture individuelle, en transport collectif lourd. Il y a certains territoires, plutôt périurbains ou ruraux, où la voiture reste le principal mode de déplacement, et la voiture individuelle, l'usage individuel de la voiture, est probablement le mode encore le plus performant. Alors, je voudrais, dans un deuxième temps, juste avancer quelques points de discussion et de réflexion sur ces modes partagés. Alors, ces modes partagés, comme je vous ai dit, c'est pas grand-chose. Par exemple, si vous regardez l'enquête ménage-déplacement de l'aire métropolitaine lyonnaise, elle est en ligne, c'est le Citral qui l'a faite. Qui l'a commandité, elle date de 2015, et qu'est-ce qu'on voit, c'est que le mode principal de déplacement sur les métropolitaines, c'est la voiture individuelle. Alors ensuite, c'est la marche, et après les transports collectifs. Ce que nous on appelle les modes partagés, c'est peut-être 1,5% des déplacements quotidiens, donc c'est encore peu. Ceci dit, il y a des éléments qui changent et qui pourront évoluer de façon plus massive à l'avenir. Encore aujourd'hui, il y a un point important, je pense en particulier au covoiturage du quotidien. Certains appellent ça le covoiturage de courte distance, on en parle beaucoup. Dans la presse, vous avez dû lire un certain nombre d'articles sur ce sujet. Et de fait, autant le covoiturage de longue distance semble avoir plus ou moins trouvé son modèle économique avec le monopole, on peut dire, de Blablacar, principalement, autant le covoiturage de courte distance, le covoiturage domicile-travail, principalement, là où il serait peut-être très utile, parce qu'aujourd'hui, on a une congestion routière, congestion automobile, donc on a une saturation de la voirie, mais en fait, on n'a pas une saturation du nombre d'automobilistes sur la voirie, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est à l'heure de pointe où on a le moins de monde dans les voitures. On a un taux d'occupation, alors en Ile-de-France, d'autour de 1,1-1,2 personnes par voiture à l'heure de pointe, alors que la moyenne, elle est plutôt, pour l'ensemble des déplacements, autour de 1,5 à 1,8. Ouais, donc c'est à l'heure de pointe, là on a le plus besoin d'infrastructures routières, là où il y a le moins de monde dans les voitures et là où c'est le plus congestionné. Donc une des solutions avancées, c'est
développer des voies partagées réservées à du covoiturage, à 2 ou 3 personnes. Donc ça se fait déjà dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis. Et là, on pourrait penser que le covoiturage de cette manière-là, ça pourrait permettre d'augmenter la capacité de l'infrastructure viaire sans créer de nouvelles routes. Bon, après, il y a un vrai modèle, c'est quel modèle économique mettre derrière ce covoiturage? Est-ce qu'il faut que ce soit un covoiturage qui passe par une mise en relation par une plateforme? Est-ce que c'est avec votre voisin que vous allez covoiturer? Est-ce que ça va être un covoiturage avec des lieux de prise en charge physique, avec des hubs, et vous allez à cet endroit-là, comme un arrêt de bus, monter dans une voiture? Il y a toute une réflexion sur la masse critique nécessaire d'usagers pour que le système fonctionne. Et puis parce que vous, si vous décidez d'être passager, mais vous attendez un quart d'heure une voiture, vous allez dire demain je reprends ma voiture. Enfin, faut voir aussi donc cette masse critique, surtout dans les zones périurbaines, là où forcément il y a a priori un peu moins de monde, donc réfléchir. Et puis aussi sur le modèle économique, la question du partage des frais, là il y a eu beaucoup de choses dites autour de ça. Est-ce qu'il faut... Alors il y a eu aussi des débats, vous avez peut-être entendu parler d'Uber Pop ou de Hitch, qui proposait ce qu'ils appelaient une sorte de covoiturage urbain, qui était plutôt du transport onéreux de personnes, parce qu'évidemment c'était facturé plus cher. Donc il y a vraiment un débat sur le partage des frais, la masse critique. Ensuite, si je continue à réfléchir sur d'autres points, il y a aussi des questions sur, plutôt économiste, mais sur le statut de l'emploi de ces chauffeurs, alors qu'ils soient occasionnels, avec ce débat sur le transport onéreux, ou qu'ils soient professionnels, avec tout un point majeur, et ça on retrouve ça dans les villes du Nord comme dans les villes des pays du Sud. Quel statut pour ces chauffeurs? Quel statut pour les chauffeurs Uber, vous savez, ils ne sont pas salariés d'Uber, et Uber prend une commission qui est relativement importante parce qu'elle est de 25% environ de la course que le chauffeur doit payer à Uber. Donc voilà, c'est quand même des situations compliquées. La personne a son propre véhicule pour opérer. Donc on est vraiment dans des situations compliquées, que ça soit voilà, dans les différentes formes d'autopartage qu'on a pu observer. Il y a un vrai enjeu sur ce statut-là et ce métier de chauffeur. Et enfin, peut-être trois autres points sur la place. Imaginons que ces mobilités partagées se développent. Où doivent-elles se développer? Parce que si c'est le retour de la voiture en ville, c'est un peu contradictoire avec un certain nombre de politiques publiques qui ont voulu mettre la voiture hors des villes en réduisant l'infrastructure viaire, en augmentant le prix du stationnement, en réduisant les places de stationnement, etc. Et aujourd'hui, certaines études montrent que les usagers, que ce soit d'Autolib ou de Blablacar ou que sais-je, prennent de la part du marché sur quoi? Alors ça dépend évidemment quel type de déplacement vous allez faire, mais sur du transport collectif, ou sur de la marche, ou sur du vélo, et pas forcément sur la voiture. Donc ça pose aussi question. Bon, après, on parle, je reviens là-dessus, d'un petit nombre de déplacements. Ça reste encore modeste, mais ça pose question, quelle est la zone de pertinence de ces modes? Et enfin, en termes de kilomètres parcourus et de flotte automobile, on peut penser que ce qui est intéressant, c'est quand même ces flottes, c'est des flottes plutôt récentes, qui changent régulièrement. A priori, c'est peut-être là l'occasion d'avoir des innovations technologiques. Par exemple, l'autopartage, il y a un certain nombre de flottes autopartage. Vous avez bien vu, Bloli, c'est de l'électrique. Il y a des sociétés de taxis VTC qui proposent des véhicules électriques. Donc, il y a quand même une réflexion. Les modes en autopartage ont aussi l'avantage de faire rouler davantage une voiture. Un des principaux griefs à l'encontre de l'automobile, c'est qu'elle reste à l'arrêt 95% de son temps, donc là on l'optimise, mais paradoxalement ça peut engendrer des kilomètres parcourus supplémentaires et principalement à vide, et ça c'est un des principaux points de réflexion, sur le véhicule autonome dans sa version robotaxi. Que faire des véhicules à vide? Est-ce qu'ils seront taxés ou pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, bon, on imagine que c'est un taxi très efficace, donc robotaxi. Voilà, comment faire? Donc voilà, pour reboucler sur le véhicule autonome, pour reboucler avec la présentation de Franck, c'est vrai que cette réflexion sur la mobilité partagée prédispose à des réflexions sur le rôle
du véhicule autonome, plutôt dans sa version robotaxi, à la fois sur le type de véhicule, quel véhicule, sur son autonomie et puis surtout sur son usage et sa régulation par la puissance publique. Merci. Merci Yael. Parmi les questions qui m'ont été transmises, d'ailleurs vous pouvez ajouter d'autres questions, il y en a une qui n'a pas du tout été évoquée ici, c'est les véhicules à l'hydrogène. Alors je crois qu'en particulier Mercedes avait beaucoup investi dans cette technologie. Toyota et Mercedes, non? Non, Toyota, bon, peu importe. Toyota sort un véhicule. D'accord. Voilà. Donc, quelles sont les perspectives pour d'autres types de véhicules et petite question supplémentaire, subsidiaire, c'est les biocarburants, on n'en parle plus beaucoup. Bah, sur le véhicule hydrogène, apparemment, ce serait le véhicule qui vient après le véhicule 100% électrique, puisque ce serait un véhicule qui produirait lui-même sa propre électricité sans avoir besoin du réseau pour se recharger. Moi, je ne suis pas un spécialiste technique, mais je crois que dans les deux cas, c'est la même problématique que pour le véhicule électrique, c'est-à-dire que sans un accompagnement des pouvoirs publics, c'est compliqué de faire du véhicule à hydrogène parce que le coût de fabrication de l'hydrogène, apparemment, c'est quand même assez onéreux. Et il y a des contraintes de distribution qui sont également importantes, peut-être moins que du côté du véhicule électrique. Ce qu'on peut quand même remarquer, alors ça c'est un simple, je dirais, un constat par rapport au fait que les constructeurs qui se lancent dans les véhicules à hydrogène sont soit Hyundai, soit principalement les Japonais via Toyota, mais pas que. Et également un peu les Allemands. Les Français ont complètement laissé tomber ça il y a une dizaine d'années. Et je crois qu'il y a des considérations, on y revient là aussi, qui sont politiques et géopolitiques, c'est-à-dire qu'il y a absolument la volonté de la part de constructeurs et de pays qui sont à la périphérie du géant chinois à ne pas utiliser la technologie qui favorise le géant chinois. Ça, c'est évident. Je crois que si la Chine se lançait sur le véhicule à pile à combustible, il ferait du 100% électrique. Je crois qu'il y a une grande dimension politique, il y a effectivement la volonté de ne pas jouer le même jeu, de ne pas jouer la partition et de proposer quelque chose d'alternatif, parce qu'ils savent que s'ils proposent du 100% électrique comme les Chinois, ils ont toutes les chances d'être battus. En plus, ils ont une proximité géographique qui fait que en termes de, je dirais, de biotope industriel, ils seraient encore beaucoup plus touchés que nous. Alors, le problème, c'est tout de même que la production automobile chinoise est le fait de compagnies étrangères, à 50%. Au moins alors, 50%. oui, à 60% pour le moment. Pour le moment. Sauf que, alors c'est un jeu gagnant-gagnant jusqu'à présent, là aussi très compliqué. Hein. Ceux qui aiment la théorie des jeux, je pense que là, ils peuvent s'amuser à échafauder des scénarios assez différents. Disons que les Chinois sont très intelligents, puisque ce faisant, ils ont gagné 20 ans, on peut dire. Ils ont fait en 2 fois plus vite ce qu'ont fait les Japonais il y a de cela une 50aine d'années. Quelles seront les règles en Chine dans les années qui viennent? On n'en sait rien. Je crois qu'il y a malgré tout une volonté de la part des autorités de recentrer la production chinoise et de développer les acteurs purement chinois. Hein, on sait qu'aujourd'hui, ce sont des co-entreprises. Donc les Européens ou les Américains ou les Japonais vendent leurs véhicules, mais 50% des parts sont détenues par les constructeurs chinois, qui utilisent cette espèce de transfert de technologie pour développer leur propre gamme à côté, et l'exporter également. Donc c'est évidemment un moyen très commode pour gagner énormément d'années. Et voilà. Alors après, il n'y a pas le feu au lac en Chine, puisque la production étant assurée sur le sol chinois, même si c'est du fait de constructeurs étrangers, ça participe intégralement au développement de la Chine. Hein, eux, ils ne vous laissent pas le choix. Si vous voulez vendre des voitures chez eux, il faut les produire chez eux. Après, ce sont des règles qui peuvent effectivement être modifiées et changer dans le temps, parce que comme je vous le disais, on a là un acteur qui est quand même beaucoup plus intrusif entre le monde économique et le monde politique qu'il ne l'est d'une certaine façon chez nous en Occident, on va dire. Voilà. D'accord, merci. Sur la Chine, je voudrais rebondir rapidement pour dire que c'est très compliqué ce qui se passe en Chine. Vous avez effectivement un énorme oligopole d'États et des multinationales étrangères. C'est-à-dire que les joint ventures
d'États chinoises ont des coopérations avec plusieurs constructeurs. Donc la même joint venture en coopération avec Volkswagen, General Motors, etc. Et les constructeurs ont des coopérations avec plusieurs joint ventures. Donc vous avez un nombre limité des constructeurs, pas tous, ils sont presque tous là, mais les plus gros sont Volkswagen, General Motors, ensuite les Japonais. Les Français sont arrivés très tard, Nissan. Donc il y a un oligopole d'État, parce que l'État est présent dans toutes ces entreprises, un joint venture. Et finalement, quand tu dis l'État, il y a des joint ventures. C'est quand même des sociétés chinoises qui ne sont pas toutes des sociétés d'État. Ah non, les joint ventures... Dongfeng, c'est quoi? C'est une société d'État oui, ou une société privée? Dongfeng, c'est une société... alors, je ne sais plus si c'est dans le gouvernement, parce qu'en fait, il y a l'autre grande complexité, qu'on imagine un État centralisé. Alors, ce n'est pas du tout le cas. On a une compétition féroce entre chaque province en Chine pour développer des industries automobiles. Et donc, les marchés sont très segmentés, un peu comme en Europe, en quelque sorte. Chaque constructeur, chaque joint venture a son marché, a sa réseau des sous-traitants, etc. Et donc, les joint ventures dépendent complètement des technologies étrangères. Donc, si tu veux, Franck, c'est à la fois un succès et un échec, parce que les Chinois n'ont pas réussi à créer des champions nationaux performants internationalement. Aujourd'hui, pas encore. Mais aujourd'hui, même les plus forts, BYD, Geely, sont des années-lumière des concurrents européens. Ils ne sont pas en mesure de pénétrer même les marchés émergents. C'est Volvo. Geely a acheté Volvo, mais ce n'est pas Volvo, c'est différent. Donc la complexité en Chine est réelle, et d'un coup, la capacité de l'État central d'effaçonner, comme on pourrait se l'imaginer de loin, l'industrie automobile de demain, et en réalité, c'est pas certain, même sur l'électrique, c'est pas certain, puisque les joint ventures d'État ont un pouvoir considérable, et ils sont les mains liées avec les multinationales, parce qu'ils dépendent complètement de la technologie des multinationales étrangères, qu'elles souhaitent plutôt y aller doucement. Donc je pense que la Chine est sans doute les lieux où s'est passé beaucoup de choses, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Très bien, merci. Alors, autre question qui est en lien avec ce que tu as abordé tout à l'heure sur le cobalt, mais il y a aussi le lithium. Les batteries fonctionnent à partir de matériaux et de terres qui sont relativement rares et dont le prix a tendance à croître de manière conséquente. Mais, question subsidiaire, il y a aussi le prix du pétrole, parce qu'à l'heure actuelle, on est bien content, enfin je ne sais pas si on est bien content, il est à 60 $ le baril, mais il peut remonter à 100 assez facilement dans les 2-3 années à venir, puisque à la suite de la dernière crise économique, on a vu une baisse très forte ou un ralentissement de la demande de pétrole, d'où une baisse très forte du prix du pétrole, mais avec la reprise économique, on est en train de voir que, et du fait que les compagnies pétrolières ont réduit drastiquement leurs investissements pour développer de nouveaux champs pétroliers, on va se retrouver d'ici 2-3 ans avec une pénurie de pétrole, et d'où le prix de l'énergie pétrole va augmenter considérablement, ce qui va changer aussi l'équilibre du marché en faveur de véhicules électriques peut-être. Donc, sur les questions de lithium, de cobalt, etc., je crois que... Juste un point pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand vous achetez un litre d'essence, vous payez 70% de taxes. Et que donc demain, alors je crois que de mémoire, la TIPP doit être autour de 25-26 milliards d'euros en France. Je veux dire, si on transférait par un coup de baguette magique le parc intégralement électrique, il ne faut pas s'imaginer une seconde que l'État se priverait des 27 ou 28 milliards de taxes. Donc de fait, vous les retrouveriez de toute façon. Enfin, je pense qu'un véhicule électrique ne sera pas moins cher. Il l'est aujourd'hui au tout début à l'usage, pas pour des raisons et encore. Hein, faut faire le calcul. Parce qu'en fait, sur un usage type moyen, un véhicule électrique est plus cher que son concurrent essence aujourd'hui. Largement. Donc c'est plus un acte de foi ou... c'est pas un acte empreint de beaucoup de rationalité économique. Mais donc il faut voir qu'aujourd'hui, tout ce qui est lié à l'automobile, à l'usage de l'automobile thermique est taxé, très lourdement taxé, et que tout ce qui est lié à l'usage du véhicule électrique est très fortement sponsorisé, parce que, Tommaso l'a dit, on a 1% de marché. Si en plus vous ne donnez pas,
toutes les incentives qui sont offerts par les différents États, il n'y a absolument pas de marché du véhicule électrique aujourd'hui. Il y a même des pays du Nord où on vous donne quasiment on vous offre quasiment la voiture quand vous regardez le niveau des prestations, des aides, et pour autant le marché décolle pas beaucoup plus que chez nous, quoi. Donc, alors, il va décoller, c'est une évidence pour des tas de raisons, on les a évoquées, notamment les progrès techniques, les besoins, l'adaptabilité de ce type de véhicule, notamment à la ville, etc. Mais je pense qu'on va plus assister à une évolution qui sera beaucoup plus en nuances. Et puis, on n'a pas mis, Tommaso a fait un peu référence, mais je pense qu'il y a énormément de contraintes que beaucoup de personnes ne veulent pas voir, qui sont des contraintes économiques. Nous, quand on regarde la segmentation du marché automobile, on est frappé de voir qu'il y a peut-être 30-40% des utilisateurs de véhicules qui passent totalement sous les écrans radars de tout le monde. Et ce sont des gens qui sont dans des situations économiques très contraintes, comme disent les économistes, et vis-à-vis desquels, aujourd'hui, on n'a pas de solution de transfert de leur mode de développement véhicule thermique vers un véhicule qui n'est pas thermique. Sauf à leur dire, vous allez doubler le coût d'usage de votre véhicule, alors qu'on est déjà avec des ménages qui ont affaire à des contraintes très fortes et à des difficultés très lourdes. Donc ça, c'est un paramètre très très important, notamment dans un pays comme la France, parce qu'on nous parle toujours de véhicules, effectivement, on imagine les villes un peu comme dans les films de science-fiction, mais on oublie de rappeler qu'il y a 38 millions, 39 millions de véhicules, le parc aujourd'hui en France, qu'on est un pays qui essaye de se décentraliser, et dès que vous sortez des grands centres urbains, l'usage du véhicule, il est quasiment incontournable. Et, entre parenthèses, il faut rappeler que, contrairement à ce que certains prétendent, ce sont des données publiques, le nombre de milliards de kilomètres parcourus par an en France augmente. Le nombre de ménages multimotorisés augmente considérablement. C'est-à-dire les ménages qui ont 2 voitures, 3 voitures et plus. Donc on voit bien, et d'ailleurs ça explique en partie évidemment l'évolution du marché automobile, qui lorsqu'il a été un peu moins bon, il y a de cela 4 ou 5 ans, immédiatement après, quelles que soient finalement les conditions et la situation économique, si la situation, si on a une croissance très faible, si on passe une crise, on remet l'achat de voitures neuves, ça c'est sûr. Parce que c'est un investissement, c'est de la trésorerie, même si aujourd'hui il y a des modes via la LOA qui participent du fait qu'on arrive à lisser un peu les périodes de crise ou pas. Mais globalement, on voit bien qu'immédiatement, 2-3 ans après, le marché mécaniquement remonte, alors que la situation économique n'est pas forcément bien meilleure, tout simplement parce qu'il y a un besoin, parce que vous pouvez décaler l'achat de votre voiture, la faire durer 2-3 ans de plus, sauf qu'après vous avez des contraintes de rechange, des contraintes de dépenses, qui fait qu'il y a tôt ou tard, comme vous en avez besoin, le marché automobile, il est plutôt bon, quoi. On l'a vu le mois dernier, on a battu un record. Alors certes, aujourd'hui, on est quand même 65-70 millions en France, donc le marché, on n'a pas un taux de véhicules par habitant qui est extraordinaire comme aux États-Unis, mais quand même élevé. Et on voit que dans tous les pays développés, malgré toutes les contraintes auxquelles l'automobiliste doit faire face, il y a un besoin. Voilà. Et je rappelle que l'horizon qui celui-là est plus que probable, il sera réel, d'un véhicule essence qui va consommer autour de 2 litres. Faites le calcul, 2 litres au 100, économiquement, c'est difficilement battable. Même avec une essence qui est à 1,50 ou 1,60, avec des véhicules plus légers, plus adaptés, des moteurs thermiques qui vont encore faire beaucoup de progrès, ça reste un véhicule qui, pour un usage quotidien, a un coût d'usage qui sera très performant. Voilà. Bon, comme on n'a pas affiché le numéro que vous devez faire pour poser des questions, il se trouve que vous n'avez pas eu beaucoup de questions, donc je vais faire si dans la salle il y a quelqu'un. Merci pour vos interventions. Juste une question sur le retraitement des déchets des batteries. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, puisque c'est sans doute un sujet qui est probablement épineux. Et voilà, je m'arrêterai là pour cette... Une question peut-être un peu béotienne, mais en France, pour prendre le cas français, pourquoi déjà ne pas commencer par supprimer drastiquement le diesel ? Pourquoi reporter éternellement la date de... Voilà, je sais qu'il y a des raisons économiques, de ménage, etc. Mais enfin, si on veut penser à l'écologie... Encore 2 questions. Moi, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais ça fait rien, il faut les mettre de temps en temps. Qui un jour se mettra en travers des transporteurs, de la mafia des transporteurs, pour faire des économies naturellement qui seraient prodigieuses sur le plan
de ce qu'on nous appelle l'asphyxie sur les routes, n'est-ce pas? En mettant, comme certains pays européens qui sont bien plus petits que la France, qui ont quand même mis une partie, je ne dis pas de mettre les abricots qui sont tout mûrs et qu'on va manger dans 2 heures sur ce genre de véhicules, mais pour 75% des transports, et j'étais au ministère de l'Équipement, je peux vous le dire, les choses ne vont pas périr dans la minute qui suit, ni même dans les 48 heures suivantes. Donc, on les mettrait, je prends l'exemple de Lyon, puisque nous sommes à Lyon, on les mettrait soit sur la voie d'eau, et c'est tout à fait possible, soit sur le train, parce qu'en ce moment, la SNCF est pas en faillite, mais enfin, bref, elle bat de l'aile. Donc, ça leur ferait un énorme rapport. Ça serait naturellement, il faut être logique, il faudrait que dans les différents lieux, le long du fleuve et dans les gares, il y ait des aménagements qui soient faits. Bon, ça permettrait d'embaucher des gens, bien, ça serait pas plus mal, c'est la même chose, ça, et donc, si vous voulez, ça serait bien moins polluant, parce que tous les écolos de la chrétienté, ça, ils n'en parlent pas, n'est-ce pas? C'est gênant, hein, et ça, c'est quand même élémentaire, parce que moi, je vous le dis, pour l'avoir vérifié en haut lieu, c'est vraiment élémentaire, et c'est facile à faire, beaucoup plus qu'à empoisonner des quantités de gens qui prennent leur voiture pour aller voir la maison du grand-père. Et le grand-père. Bon, ma question sera courte, elle s'adresse aux équipementiers. Il y a un article dans un journal aujourd'hui. Est-ce que dans le futur, le principal fournisseur d'équipement des véhicules ne sera pas les semi-conducteurs? Parce qu'il y a un article qui dit que dans le futur... Je veux, là, plus fort, ça va, que le coût moyen par véhicule sera de $900 par véhicule de puces électroniques. Autrement dit, ne vont-ils pas devenir les principaux fournisseurs d'équipementiers des véhicules dans le futur? Merci beaucoup. Alors, je propose de vous demander de répondre aux différentes questions, non pas à toutes, hein, mais donc en matière de conclusion aussi. On va commencer par Franck, Gaël et puis Tommaso. Alors évidemment, c'est des sujets là aussi, on pourrait en parler pendant un temps fou. Alors moi, je vais juste répondre à la question qui me concerne. Sur le diesel, c'est très compliqué. Ce que je peux dire, ça fait référence à ce que je vous ai dit au tout début, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément compris dans la filière, même si en fait, c'est vrai qu'il y a un constructeur français qui s'était spécialisé dans le diesel, donc on avait intérêt à vendre des véhicules diesel. Mais si vous prenez par exemple le malus, il a été fait d'une manière un peu en dépit du bon sens, surtout au début, et ce qui faisait que le marché français, on avait 80% de véhicules diesel, alors que même il n'y avait pas de raison forcément, il n'y avait pas de raison d'usage à cela, c'était simplement des raisons d'opportunité, de coût économique, où on a complètement déstructuré, avec d'ailleurs un effet induit dont on parle peu, c'est-à-dire que la France ne raffinant pas assez de carburant diesel, parce qu'évidemment 80% du parc tourné au diesel, on a 13 milliards, je crois, de déficit du commerce extérieur, du simple fait qu'on doit importer de l'essence, entre parenthèses. Bon, bref. Et ça, effectivement, le véhicule diesel, ça s'est fait un peu en dépit, là aussi, de la rationalité économique et surtout de la rationalité par rapport aux usages. Et ça s'est fait dans les années, je dirais, le coût a été donné entre 2000 et 2010, où le malus a exagérément favorisé l'achat de véhicules diesel, et notamment de véhicules moyens et haut de gamme, où c'était quasiment impossible d'avoir un véhicule essence encore aujourd'hui, dès que vous sortez des petites voitures. Bon. Ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est derrière nous. L'autre question, c'était sur les transporteurs. Alors ça, c'est une question, vous faites référence à nos modes de vie, en fait. Et le problème, c'est que quand vous regardez aujourd'hui en France, par exemple, je pense qu'on doit importer 60-65% de tous les produits qu'on consomme, en dehors de l'automobile, hein, je pense. Regardez les produits bruns, les produits blancs. Si vous allez dans un supermarché, il n'y a pas grand-chose qui est fabriqué en France. Ensuite, le développement de la vente via Internet, vous vous faites livrer chez vous, c'est un facteur extraordinaire de développement du transport de proximité, mais pas que. Et là, vous avez un désir. Alors là, le consommateur se plaint d'un côté, enfin, il aimerait bien que les routes soient désembouteillées. De l'autre côté, il clique, il voudrait que le produit arrive dans les 2 heures. Bon. Il n'empêche que
Il n'empêche que, donc effectivement, ça génère une économie de la logistique absolument terrible. Ça, je dirais que c'est lié, c'est le carrefour, c'est le point de convergence de toutes les problématiques qu'on a à peine abordées, c'est-à-dire l'évolution de l'économie depuis une vingtaine d'années, la localisation des lieux de production, la spécialisation des économies, le développement de l'Internet, le développement des centres logistiques, qui fait qu'effectivement, 98%, je dirais, de la dégradation de la route, elle n'est pas due aux voitures, elle est due aux poids lourds. Bon, voilà. C'est une réalité. On peut dire qu'il y avait 6 camions au kilomètre carré. Oui, oui. Et ces gens-là, ils se touchent tous, vous risquez de pas de Oui. rouler. Oui. Et ils ont tous les droits. Et pour ce qui se transporte... Ils sont plus lourds. Bien. Alors, oui, je suis d'accord. Gaël, tu as la solution encore. Moi, j'ai la solution. Le vélo. Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de véhicules électriques, mais de véhicules électriques 4 roues. Et on a peu abordé les véhicules électriques 2 roues. Là, probablement, il y a un avenir important. Je pense en particulier au vélo à assistance électrique qui permet de franchir des distances aisément de 9 km. Par exemple, c'est le déplacement moyen en voiture aujourd'hui, quotidien, c'est 9 km. C'est une moyenne. Mais on peut aussi le faire en véhicule électrique. Donc, pour les déplacements au quotidien, ça peut être aussi une solution. Et c'est vrai que pour rebondir sur votre point sur les transporteurs, aujourd'hui, par exemple, si on regarde la composition du trafic sur le périphérique à Paris, alors, je ne sais pas à Lyon, mais les véhicules utilitaires légers, c'est plus de 30%, même un peu plus encore, du trafic. Donc il y a vraiment... Après, il y a une question d'origine-destination, et un des enjeux majeurs aujourd'hui de la logistique urbaine, c'est le dernier kilomètre. Donc il y a quand même des réflexions qui sont faites pour centraliser, par exemple, je peux penser à Monoprix, où ça vient sur train, et ensuite c'est en camion électrique ou en petit tricycle. Il y a quand même des réflexions sur le dernier kilomètre pour avoir d'autres solutions. Mais il y a des progrès, je suis d'accord. Merci Gaël. Tommaso, rapidement, désolé. Très vite. Sur les recyclages, c'est le même problème des matières premières en question. Ça coûte très cher recycler ces matières, qui sont relativement peu chères par rapport au coût du recyclage, et en même temps sont rares. C'est un des paradoxes. L'énergie, globalement, coûte très peu cher aujourd'hui dans le monde. On a l'impression que coûte peu cher. Donc les recyclages coûtent beaucoup plus cher que ne pas le faire. Donc il n'y a pas de modèle économique pour vraiment recycler. C'est une obligation pour le faire. Sur les matières rares, les problèmes des lithium, c'est plutôt l'effet d'être sûr d'en avoir assez. Ce n'est pas vraiment les questions des prix, parce que ça a un impact très faible sur les prix d'une batterie, de l'ordre de 1%. 100% d'augmentation de lithium, c'est 1% sur le prix de la batterie. L'écobase, lui, a un impact beaucoup plus fort. 100%, c'est 6% sur les prix d'un batterie. Sur les diesels, quand même, il faut rappeler une chose qui semble avoir été complètement oubliée, c'est qu'il y a eu un arbitrage qui a été fait en Europe, et l'arbitrage a été fait complètement différemment aux États-Unis, sur les questions des pollutions. C'est-à-dire qu'il y a une pollution qui est liée au réchauffement climatique, c'est les CO2, et donc les diesels, là, c'est très efficace, parce que c'est 20% moins des pollutions en CO2 par rapport en essence. Donc c'est pas négligeable, puisque l'automobile, c'est un des principaux pollueurs en CO2. Donc si on veut résoudre les problèmes du CO2 sans passer par l'électrique, les diesels, c'est une meilleure solution qu'est l'essence. Par contre, en particules fines, c'est clair, l'essence c'est nettement meilleur, et tout le monde sait que dépolluer un diesel, ça coûte très cher, c'est très compliqué. Aux États-Unis, ils ont fait les choix des particules fines, Californie aux années 70, donc pas de diesel du tout. Aux États-Unis, vous avez 0 diesel. Sauf pour les camions. Sauf pour les camions, parce que là, il y a des questions économiques qui font question pour les transports lourds. Le diesel pour les camions, vous les avez partout dans le monde, mais pour les voitures, vous n'en avez pratiquement qu'en Europe. Par contre, la consommation de CO2 des véhicules moyens américains est faramineuse, et 2 fois plus importante que celle européenne. Donc les Européens sont beaucoup plus vertueux sur les CO2 et beaucoup moins vertueux sur les particules. Qu'est-ce qu'a fait Volkswagen? Ils voulaient vendre du diesel propre aux États-Unis. Folie. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc voilà, il y a une question d'arbitrage. Après, les questions d'arbitrage, c'est des questions politiques. Et après, je pense qu'il y avait une question sur les coûts de voiture. Je voulais juste rappeler qu'un véhicule, je le disais tout à l'heure, Michel, semble très cher parce que c'est très gros et très lourd, mais ça ne coûte, une Volkswagen Golf neuve, ça vous coûte 22 € au kilo. C'est un ordre de mesure qui n'est pas habituel quand on achète une voiture, mais 22 € au kilo. C'est-à-dire ça vous coûte un peu plus cher que les jambons. Voilà, un jambon, ça coûte à peu près 20 € au kilo. Une voiture, ça vous coûte à peu près pareil.
Donc ça veut dire qu'il y a très peu d'acteurs qui sont capables de produire des voitures aujourd'hui avec tous les contraintes technologiques, les lignes de code qu'il faut mettre, les logiciels, les contraintes de sécurité et de pollution. Il y a très peu d'acteurs dans le monde qui peuvent faire ça en dégageant des profits. Donc ça veut dire que tous les nouveaux entrants, et Tesla c'est un bon exemple, ils n'ont qu'une chance. À 22 € au kilo, il n'y a que les équipementiers et les constructeurs ensemble qui arrivent à dégager ces véhicules-là. Donc là, ce n'est pas les smartphones des Nokia qui va être remplacé par l'iPhone Tesla. Ces scénarios-là ne vont pas se produire. Très bien, très bien. C'est peut-être une conclusion relativement optimiste, si je puis me permettre, de dire que les vieux constructeurs, les anciens constructeurs automobiles vont rester les maîtres du jeu. Voilà. Merci en tout cas beaucoup pour votre présence.